Bonsoir, mon nom est Christophe Jaffrelot, je suis le président de la FSP et je suis très heureux de vous accueillir dans ce 6e webinaire de l'association. Nous avons baptisé cette série de webinaires Polycritique, car nous y invitons des spécialistes de la chose politique à y exercer leur esprit critique pour décrypter des enjeux contemporains de la scène française et internationale. Aujourd'hui, c'est à la question du populisme que nous allons nous intéresser, et je dirais même au paradoxe du populisme. En quoi y a-t-il paradoxe? Il y a paradoxe en cela que d'un côté, les populistes promettent, quand ils sont dans l'opposition, de rénover la démocratie, de rendre le pouvoir au peuple contre les élites qui l'accaparent et qui sont souvent présentées comme corrompues, moralement en tout cas. Et d'un autre côté, une fois au pouvoir, les mêmes populistes tendent à verser dans l'autoritarisme, à accaparer le pouvoir eux-mêmes. Bref, les populistes prennent leur essor dans le cadre de démocratie dont ils ont besoin pour mobiliser les électeurs, mais ne sont-ils pas aussi souvent les fossoyeurs de cette même démocratie? C'est la question que nous allons examiner ce soir, et nous avons pour cela la chance de bénéficier des lumières de 3 collègues qui vont analyser pour nous la situation actuelle sur leurs terrains respectifs, et je vais vous les présenter brièvement dans l'ordre où ils et elles vont s'exprimer. Marie-Hélène Laruelle, d'abord, qui est en ligne de Washington, où elle dirige l'Institut pour les études européennes, russes et eurasiennes à la George Washington University, ainsi que l'Illiberalism Studies Program. Elle travaille depuis plusieurs années déjà sur les idéologies nationalistes et conservatrices en Russie et dans l'espace post-soviétique, ainsi que sur les contacts transnationaux entre groupes d'extrême droite entre les États-Unis, l'Europe et l'espace eurasien. Marlène nous parlera surtout aujourd'hui de la Hongrie, l'un des rares pays de l'Union européenne où règne un populisme autoritaire, mais nous pourrons bien sûr interroger sur les autres thèmes que je viens d'énoncer comme étant autant de spécialités. Euh, Viendra ensuite, dans l'ordre d'apparition à l'écran, si j'ose dire, Élise Massicard, directrice de recherche de CNRS aux séries, qui a aussi fait du populisme un de ses thèmes de recherche, comme en témoigne notamment l'ouvrage qu'elle a co-dirigé avec Alain Dikoff et moi-même, Populisme au pouvoir, aux presses de Sciences Po, en 2019. Et elle évoquera pour nous ce soir la Turquie d'Erdogan, où le passage du populisme à l'autoritarisme est intervenu il y a déjà plusieurs années. Last but not least, Marc Lazare, historien, il dirige le Centre d'histoire de Sciences Po, mais le politique contemporain et en particulier les questions du populisme l'intéressent beaucoup. Il a d'ailleurs publié également en 2019 avec Ilvo Diamanti Peuplocratie, la métamorphose de nos démocraties chez Gallimard. Le titre même montre que le sujet de ce soir a quelques précédents. Et il nous parlera de son terrain de prédilection, l'Italie, un pays précurseur en matière de populisme. On se rappelle les années Berlusconi, mais où on observe la coexistence d'un populisme de gauche et d'un populisme de droite. Nous allons donc les écouter dans cet ordre pendant une quinzaine de minutes chacun et chacune. Avant d'engager le débat, vous aurez pour cela, vous qui nous écoutez et nous regardez, la possibilité de poser des questions. Je vous invite à le faire en utilisant le bouton Q&R qui permet de distinguer la conversation qui se déroule déjà dans le chat, et puis les questions. Pour les retrouver, c'est bien sûr plus facile de les séparer du reste de vos échanges, qui sont bien sûr les bienvenus. C'est l'une des ressources que ces webinaires nous offrent, que de pouvoir ainsi échanger en parallèle. Ça n'empêche pas d'écouter, et je vous invite évidemment à écouter attentivement ce qui va vous être dit maintenant. Et je cède tout de suite la parole à Marlène, qui a le soleil de la matinée à Washington par sa fenêtre, qui passe par sa fenêtre. À toi, Marlène. Merci beaucoup, Christophe. Merci de cette invitation.
Donc, comme Christophe le disait, je vais tenter de répondre à la question du séminaire aujourd'hui en regardant le cas hongrois et plus globalement ce qui se passe dans les pays d'Europe centrale, en mentionnant évidemment la Pologne aussi, qui est considérée comme un cas fascinant par bien des aspects. Et je pense qu'en fait, pour répondre à la question, on a peut-être besoin de dissocier plus finement la terminologie qu'on emploie, en tout cas quand on la regarde sous l'angle de la recherche. Par exemple, démocratie et libéralisme ne sont pas équivalents. Je pense qu'ils doivent être dissociés si on veut comprendre exactement ce qui se passe spécifiquement dans l'espace européen. Et puis de l'autre côté, on a ce terme de populisme qui a connu une inflation discursive vraiment impressionnante ces dernières années, avec de multiples définitions, mais pour, disons, la définition la plus générique, remettre le peuple au centre de l'offre politique contre des ennemis à la fois externes et internes. Mais quand on regarde les cas qu'on va discuter aujourd'hui, en particulier le mien et celui d'Élise, montrent qu'en fait, on a aussi affaire à des pratiques autoritaires. Et dans ce cas-là, populisme en tant qu'idéologie, pratique autoritaire ne se recoupent pas nécessairement. On peut être autoritaire sans avoir aucune idéologie. Et puis, en tout cas, dans le cas de ce qui se passe en Europe centrale, très nettement, on a un renouveau de la pensée conservatrice ou nationale conservatrice classique, qu'il faut aussi, je pense, dissocier des actions des leaders populistes une fois au pouvoir. Et puis, on a ce terme, lui aussi en pleine inflation, d'illibéralisme en tant qu'idéologie, qui est peut-être, alors je crois que les définitions sont encore extrêmement mouvantes, mais une sorte de renouveau de la pensée conservatrice qui se présenterait comme un post-libéralisme. Traditionnellement, le conservatisme se pense en opposition au libéralisme. Là, ce serait plutôt un conservatisme qui se penserait comme se développant dans un monde qui serait post-libéral. Donc voilà, il y a plein d'éléments, je pense, qui seraient importants d'articuler plus en détail pour regarder le cas hongrois. Et je pense qu'en soi, le populisme en soi n'est pas le fossoyeur de la démocratie, parce que le populisme fait partie intégrante du logiciel de la démocratie, le parler au nom du peuple. Et le populisme peut dépolitiser, et il peut aussi repolitiser. Donc c'est peut-être plus les pratiques autoritaires qui sont les fossoyeurs de la démocratie que le populisme en tant que tel. Donc si on veut regarder plus concrètement ce qui se passe en Hongrie, le terme de populisme marche, ou en tout cas est très largement utilisé pour décrire la personnalité et la gestion politique de Viktor Orban. On voit que par exemple, si on compare avec le cas de la Pologne, le terme de populisme marche moins bien dans le cas polonais. Le parti droit et justice ne fonctionne pas avec un leader, disons, très paternaliste et macho qui jouerait la relation directe entre la figure du père de la nation et la population. On est dans une structure politique plus compliquée. Il y a des figures importantes comme les frères Kaczynski, mais il y a aussi un parti, une institution qui fonctionne et qui est plus diverse que la simple figure du leader politique. Et puis, pour le cas hongrois, ce qui est très particulier, c'est que c'est un leader populiste qui est au pouvoir depuis 2010. Et quand on est au pouvoir, on ne peut plus être populiste de la même manière, comme le volume que Christophe et Lise viennent de publier. On ne peut pas décrier les élites de la même manière une fois qu'on est les élites. Donc, il faut trouver des nouveaux ennemis. Ça n'a pas été trop difficile dans le cas d'Orban, mais disons que ça dissocie clairement, je pense, les populistes au pouvoir des populistes qui sont dans l'opposition. Donc Viktor Orban, élu en 2010, deux ans après la crise économique de 2008, qui a vraiment été un tournant pour les pays d'Europe centrale. Et première mention de son espoir ou sa stratégie de construire ce qu'il a appelé lui-même un État illibéral, 2014. Et c'est intéressant parce que c'est le cas où on a un leader qui a repris une terminologie académique et qui se l'est accaparé et qui a construit un discours politique autour de cette notion d'État illibéral. Et autre moment de tournant, 2018-2019, un moment où Orban tente de réorganiser le discours sur l'État illibéral en disant qu'en fait, ce qu'il veut pour la Hongrie, c'est une démocratie fondée sur l'État-nation et les valeurs chrétiennes. Et là, on voit une sorte de transformation idéologique vers un conservatisme plus traditionnel qui s'explique en fait
par les tensions que la Hongrie connaît au sein de l'Union européenne et en particulier les tensions qu'elle a avec le Parti populaire européen, le groupe parlementaire européen auquel le parti d'Orban, le Fidesz, appartient. Et on voit que là, il y a une vraie stratégie du côté d'Orban de tenter de passer de la notion d'illibéral à quelque chose qui est, pardon, les sirènes américaines, les polices américaines, passer à un national-conservatisme chrétien, bon ton, beaucoup plus traditionnel, dans l'espoir de limiter les tensions avec les autres partis chrétiens-démocrates européens. Mais c'est important de comprendre que ce tournant vers quelque chose de national conservateur, c'est pas seulement de la rhétorique d'Orban. À l'arrière, vous avez tout un réseau d'intellectuels hongrois et encore plus évidemment en Pologne, qui depuis les années 90 ont travaillé sur cette volonté de repenser l'Europe, repenser le libéralisme, tenter de dépasser le libéralisme, de recréer un conservatisme chrétien. Donc il y a tout un courant idéologique intellectuel qui est là derrière. Ce que le cas hongrois révèle, je pense, c'est vraiment des mouvements de fond des sociétés européennes à différents niveaux. Premier niveau, économiquement, il y a vraiment eu ce moment après la crise de 2008 de désillusion, de réaliser que la démocratie et l'européanisation et les réformes néolibérales ne sont pas forcément synonymes de succès économique. Et je pense que pendant longtemps, la démocratie et le progrès économique ont été liés pendant toutes les décennies d'après-guerre. Mais on voit aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'Asie et les difficultés en Europe, que l'alliance n'est pas garantie. Et il y a pour une grande partie des populations attirées par le vote populiste, soudainement cette perception que en fait, démocratie ne garantit pas succès économique et amélioration du niveau de vie. Après, il y a une crise politique visible en Europe centrale parce que pendant des années, vous avez des élites qui ont imaginé le moment de leur retour en Europe. Et une fois qu'on est en Europe, et ben, la démocratie libérale, et ben, c'est plus difficile et c'est moins sexy que ce qu'on avait rêvé, surtout quand on doit la pratiquer dans un cadre supranational européen. Il y a trop de lenteur bureaucratique, il y a trop d'opacité, il faut faire des compromis, il y a trop de pouvoir donné à la justice, à la presse, il y a trop de droits pour les donner aux minorités. Donc il y a tout un ensemble de vécus politiques pour une grande partie des citoyens qui soudainement réalisent que ben, voilà, la démocratie libérale dans un cadre européen, c'est beaucoup de compromis, beaucoup de bureaucratie et pas forcément ce qui était espéré. Et puis globalement, il y a une crise identitaire ou culturelle des pays d'Europe centrale et qu'on a en fait globalement, mais disons ils sont vraiment c'est particulièrement visible dans les pays d'Europe centrale, de réappropriation de l'État-nation qui se trouve en conflit avec le discours supranational de l'Union européenne. Et on le voit évidemment dans la crise migratoire et les questions de définition de la souveraineté. Et je vous renvoie à un excellent article fait par ce chercheur russe Alexei Milei sur le parallèle entre le refus des migrants et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe centrale, où il montre qu'en fait, le refus de se reconnaître comme co-responsable de l'Holocauste, qui est ce qu'on a en Europe centrale, explique largement la position des pays d'Europe centrale sur la crise migratoire. C'est-à-dire qu'en Europe occidentale, on a été habitué à cette idée de co-responsabilité dans l'Holocauste. En Europe centrale, on est dans une logique de victimisation des nations centre-européenne, et ça explique beaucoup des tensions identitaires qu'on a actuellement entre la Hongrie d'Orban et pas seulement, et l'Union européenne. Et puis il y a tout l'aspect géopolitique du régime d'Orban, le soutien à la Russie et à la Chine, qui est, je pense, très secondaire en fait, et très instrumental. Et on a des études qui ont été faites qui montrent que la création de cette notion de démocratie illibérale par Orban a vraiment aucune référence à ce qui s'est passé en Russie. Et donc c'est seulement après, une fois que l'alliance géopolitique entre la Hongrie d'Orban et la Russie de Vladimir Poutine a été faite, que Orban va jouer cette carte pro-russe et pro-chinoise, mais dans vraiment l'articulation idéologique de départ, il n'y a pas de référence à la Russie, c'est vraiment des références internes à la société hongroise ou aux sociétés centre-européennes. Et ce qui est intéressant avec le cas d'Orban, évidemment, c'est la manière dont les pratiques autoritaires se sont développées de manière extrêmement rapide, répression de la société civile, répression de l'indépendance de la justice et de la presse, et puis après, progressivement, une volonté de limiter les rôles de toutes les institutions parlementaires traditionnelles au sein du système, dans l'optique de garder le pouvoir le plus longtemps possible,
avec ça accompagné de pratiques népotiques ou kleptocratiques ou patronales, disons, classiques, donner le pouvoir, donner les contrats aux compagnies amies, être sûr que tous les contre-pouvoirs sont gérés par des réseaux d'amis, donc des phénomènes qui sont en fait pas spécifiques aux pays d'Europe centrale, qu'on peut retrouver même dans des sociétés démocratiques et libérales, mais le fait qu'il n'y a plus vraiment de contre-opposition permet à ces pratiques autoritaires de transformer les sociétés. Est-ce qu'elles les transforment durablement ou pas? On ne sait pas. Hein. Il y aura un jour, il y aura une Hongrie post-Orban, de même qu'il y aura une Pologne post-Kaczynski, et peut-être qu'elles reviendront relativement rapidement aux classiques de la démocratie libérale, et peut-être pas. Donc, brièvement, parce que je crois que je vais arriver bientôt au maximum du temps qui m'a été imparti, ce qu'on voit émerger en Europe centrale de manière peut-être plus visible qu'en Europe occidentale, c'est cette idée qu'il y a une Europe dont on rêve, il y a une Europe idéale qu'on n'arrive pas à atteindre, et le populisme et l'illibéralisme, d'une certaine manière, projette le possible retour à une Europe rêvée, une Europe qui serait l'Europe des États-nations, avec des cultures nationales plus homogènes, des normes morales plus strictes, opposée à une Europe qu'on est jugée post-nationale, cosmopolitaine, cosmopolitaine, multiculturelle, décadente du point de vue des mœurs, etc. Donc c'est un discours qu'on retrouve en Pologne, qu'on retrouve en Hongrie, qu'on retrouve en Russie. Hein, tous ces trois pays, même s'ils s'opposent parfois géopolitiquement, partagent cette même vision de se présenter comme la vraie Europe contre l'Europe décadente. Et ce qu'on voit aussi qui me paraît intéressant dans le cas hongrois, c'est l'importation des guerres culturelles venues des États-Unis autour de tous les débats sociétaux et de la libéralisation des mœurs, donc les droits des LGBT, l'avortement, l'euthanasie, tout ce qui touche à la génétique, la procréation médicalement assistée, tous ces sujets extrêmement polarisants sont progressivement politisés et géopolitisés pour accentuer une polarisation des sociétés en deux camps, comme on a aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver en Europe, deux camps avec des valeurs morales qui seraient incompatibles, puisque basées sur des principes philosophiques extrêmement profonds. Et on voit vraiment la volonté du régime d'Orban d'importer cette polarisation venue des États-Unis et d'en faire un outil absolument fondamental de l'opposition du régime Orban au reste de l'Union européenne. Donc pour revenir juste sur la question de départ, je ne crois pas que ce soit le populisme en soi, ou en tout cas ça dépend de la définition qu'on en donne, qui est le fossoyeur de la démocratie. Ce n'est pas le conservatisme en soi, mais c'est clairement les pratiques autoritaires qui transforment les institutions sur une durée plus ou moins longue et qui permettent l'accaparement des pouvoirs, qui risquent d'être le fossoyeur de la démocratie. Après, le populisme est peut-être le fossoyeur du libéralisme, mais là, on est à un niveau de discours politique différent, et là, ça dépend évidemment de la perception de chacun de ce qu'est le libéralisme, de est-ce qu'on est en train d'entrer dans une phase post-libérale ou non. Donc je trouve que c'est important de dissocier ces éléments, et aussi de reconnaître tout simplement ce renouveau de la pensée conservatrice classique chrétienne, en particulier en Europe centrale, mais on le voit aussi en France ou probablement en Italie, et de reconnaître que ça fait partie du spectre politique européen traditionnel. Une dernière conclusion qui est sûrement évidente pour tout le monde, c'est que la solution ne se trouvera pas dans l'exclusion des populistes, et en tout cas pas dans l'exclusion de ceux qui votent pour les partis populistes, mais dans des solutions aux demandes de transformation qui émanent de ceux qui votent pour les partis populistes. Donc la capacité, et c'est l'un des gros problèmes, je pense, de l'Union européenne dans sa tentative de répondre au régime hongrois et au régime polonais, comment sanctionner les pratiques autoritaires sans sanctionner des pays symboliquement, et sans sanctionner des populations qui votent pour des partis populistes. Et toutes les ambiguïtés de l'Union européenne à arriver à prendre des décisions à l'encontre de ce qui se passe en Hongrie et en Pologne révèlent
aussi bien les tensions bureaucratiques au sein de l'Union européenne, mais aussi la difficulté à dissocier la capacité à pénaliser un leader pour sa pratique sans pénaliser ceux qui votent pour lui. Et je pense que sur le long terme, ce sera en particulier pour les cas d'Europe occidentale, c'est vraiment un des dilemmes que nos sociétés doivent gérer. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que je dois être à 15 minutes. Merci Christophe. Merci beaucoup Marlène. Merci d'avoir fait l'effort, au-delà de l'étude de cas, de poser des questions transversales sur lesquelles nous reviendrons, bien sûr. Le lien populisme-autoritarisme, le lien démocratie-libéralisme, c'est exactement le genre d'exercice que nous cherchons à promouvoir pour que, bien sûr, ce soit l'actualité qui nous porte, mais qu'on décrypte avec des outils de sciences sociales et notamment de sciences politiques. Merci à toi. Je me tourne maintenant vers Élise qui va examiner un autre cas populiste au pouvoir dans la durée. C'est ce qui, en un sens, rapproche la Hongrie et la Turquie, puisque Erdogan et Orban finissent par être des vétérans de la scène populiste internationale. C'est à toi, Élise. Merci beaucoup Christophe pour cette invitation et merci aussi à Marlène pour cet exposé à la fois très clair et ces clarifications conceptuelles qui vont me permettre de rebondir à partir des distinctions que tu as faites. Donc je vais parler du cas de la Turquie et de l'expérience effectivement d'Erdogan, mais en la remettant un petit peu en perspective pour nuancer un peu un certain nombre de prêt-à-penser et pour poser plus de questions. Aussi parce que pour replacer la Turquie comme au départ un cas particulier qui nous permet de penser d'autres cas, mais un cas d'une démocratie tutélaire. Il me semble que c'est important de partir de ce contexte-là parce que si on revient à la création en fait, de la République de Turquie dans les années 20, c'est un pays qui est créé de manière très interventionniste, très volontariste par d'abord des élites militaires. Mustafa Kemal est un général et un certain nombre de compagnons de route qui deviennent des hauts fonctionnaires et des décideurs qui sont des gens sociologiquement très éduqués, très occidentalisés, sociologiquement très différents du commun des citoyens de ce nouveau pays. Et ce sont donc ces fondateurs du pays, du régime, qui vont tenir les rênes pendant des décennies. Et un régime qui a une prétention réformatrice radicale, c'est-à-dire de créer donc un nouvel État, un petit peu un homme nouveau, et une volonté comme ça politique très forte. C'est donc des élites qui se distinguent des masses de la société et qui se donnent d'ailleurs pour ambition de guider ces masses et de les éduquer vers un avenir meilleur. Donc on a, dès le départ, une forme d'élitisme qui n'est pas seulement sociologique, qui est un élitisme de régime, qui est inscrit dans le projet politique de la République de Turquie. C'est important de le rappeler parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi le populisme en Turquie est si important et pourquoi il a pris les formes qu'il a prises ensuite. Alors, dès le départ, la représentation de la population par l'élection, le principe électoral est au fondement de la légitimité politique, mais pendant toutes ces décennies de parti unique, eh bien sûr, c'est simplement dans le cadre encadré, on va dire, du parti unique kémaliste. Pourtant, dès 1950, la Turquie devient multipartite et ça change bien sûr la signification de la représentation électorale. Les décideurs, à partir de là, sont élus librement par les citoyens. Et dès les premières élections libres et concurrentielles en 1950, le principal parti d'opposition remporte avec une majorité tout à fait claire les élections. Et ce parti d'opposition s'appelle, comme par hasard, le Parti démocrate. Il est conservateur, il se dit libéral. En tout cas, il critique lourdement la domination des élites bureaucratiques, étatiques, militaires, et on peut le qualifier de populiste. D'ailleurs, l'un de ses slogans principaux, c'est « assez voix au peuple ». Donc, si ce n'est pas un slogan populiste, voilà. Et les élites kémalistes, qui avaient donc forgé le régime, se retirent et laissent la place aux élus démocrates, mais non sans inquiétude et non sans surtout se ménager quelques petits bastions d'influence dans des, on va dire, des zones à l'abri du pouvoir électoral et gouvernemental que sont l'armée et que sont des contre-pouvoirs, en particulier la justice. Alors,
le Parti démocrate arrivé au pouvoir exerce ce pouvoir, il est reconduit par les électeurs plusieurs fois, mais il aussi prend quelques libertés avec les principes qui sont considérés comme fondateurs de la République de Turquie, qui étaient inscrits dans la Constitution, mais qui ne plaisaient pas à tout le monde, comme la laïcité. Et également, ces élus du Parti démocrate exercent à partir d'un moment le pouvoir de manière un petit peu majoritariste, c'est-à-dire qu'ils vont brider un petit peu l'opposition, ils vont limiter toutes les formes de critique, d'expression politique, etc. C'est ainsi qu'arrive en 1960 un premier coup d'État militaire qui met fin au mandat du Parti démocrate et qui se réclame du sauvetage du régime, mais aussi du sauvetage de la démocratie, avec l'idée de rétablir une démocratie qui fonctionne, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle les élus sont certes élus, mais ne peuvent pas non plus renverser les principes du régime comme ils voudraient. Et finalement, on a une alternance pendant les décennies suivantes avec de nouveau un certain nombre de coups d'État militaires qui sont importants parce qu'ils révèlent que la dimension tutélaire du régime, c'est-à-dire l'importance de pouvoirs non élus dans la trajectoire politique, ce n'est pas quelque chose qui disparaît avec le parti unique, mais c'est quelque chose qui se pérennise en fait les décennies suivantes. Et donc ces tutelles se considèrent comme des gardiens du régime contre certaines dérives qui peuvent justement émaner du pouvoir élu, l'instabilité politique, mais aussi et surtout la propension des pouvoirs élus à exercer le pouvoir de manière excessive et à s'éloigner de certains principes qu'ils considèrent comme inaliénables. Donc finalement, on peut lire l'ensemble de la trajectoire politique de la Turquie comme un affrontement entre deux camps. D'un côté, des inconditionnels de la volonté populaire de l'élection, qui estiment que cette volonté populaire exprimée par l'élection ne devrait souffrir aucune restriction. Ça, c'est le premier camp, on va dire. Le second camp, c'est ceux qui sont inquiets d'éventuelles dérives de ce pouvoir élu, de cette indomptable volonté populaire, et qui estiment que des contre-pouvoirs sont extrêmement importants, voire indispensables, à la canalisation et voire à la limitation de cette volonté populaire. Donc, historiquement, cette dernière position, c'est celle des kémalistes, c'est celle de l'armée. Et la première position, les inconditionnels de la volonté populaire, c'est plutôt celle des partis beaucoup plus sociologiquement conservateurs, c'est celle de l'AKP. Et ces deux camps, de manière, alors pour faire des questions un petit peu transversales, ils valorisent différemment les deux dimensions constitutives de la démocratie libérale. La dimension démotique, c'est-à-dire celle qui émane du peuple par l'élection, dont émane donc le pouvoir élu, donc ça c'est le premier camp, et le second camp il valorise plutôt la dimension des contre-pouvoirs et d'une certaine manière la dimension libérale, avec l'idée aussi éventuellement de restreindre l'action du pouvoir élu. Donc bien sûr, dans ce contexte, l'AKP, qui est au pouvoir depuis 2002 en Turquie, il s'inscrit dans ce camp de ceux qui se réclament de la volonté populaire et des inconditionnels de cette volonté populaire, parce que d'abord, c'est un parti qui émane du mouvement islamiste. Le mouvement islamiste qui se situait très longtemps à la frontière de la légitimité politique en Turquie, longtemps ostracisé du champ politique légitime, en particulier par les militaires. Et donc, dès le départ, en fait, l'AKP a une dimension également populiste affirmée. D'ailleurs, il arrive au pouvoir en 2002 à la faveur d'une très grave crise économique et il s'empare de plusieurs choses, mais en particulier du rejet du système, on va dire, de la classe politique établie, mais aussi plus largement des élites, justement, qui sont présentes et qui sont influentes dans l'appareil d'État et qui limitent le pouvoir élu. Et il prend pour cible en particulier ces élites, on va dire, du système, pour avoir échoué à porter au pouvoir, à représenter les aspirations de la population et avoir en fait pris la démocratie en otage. Donc, il se pose vraiment défenseur de la volonté populaire contre ces bastions aussi militaires, bureaucratiques, etc., qu'il stigmatise comme des limites à la démocratie et à la volonté populaire.
Et Erdogan lui-même est tout à fait, il incarne en fait ce populisme de différentes manières sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Mais ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que ce parti jouit d'un large soutien électoral qui ne se dément pas, c'est-à-dire qu'il a en général entre 40 et 50% des suffrages exprimés, donc pendant 20 ans, donc ce qui fait pâlir d'envie la plupart de nos partis ou leaders politiques. Et donc Erdogan, de par sa trajectoire, est parvenu à incarner cette volonté populaire. Et ce soutien populaire massif s'est transformé bien sûr dans des majorités parlementaires et a fait en sorte que l'AKP puisse gouverner sans coalition avec les mains libres. Et c'est aussi comme ça que l'AKP est parvenu, alors même que c'était donc un parti à la frontière de la légitimité populaire, la légitimité politique, il est parvenu à réduire de manière tout à fait drastique l'influence de l'armée dans la vie politique par différents moyens que je ne vais pas détailler ici, mais en tout cas à limiter vraiment le pouvoir politique de l'armée de manière tout à fait sans précédent, avec le soutien de l'Union européenne, ce qui a quand même valu à Erdogan dans la première moitié des années 2000, d'être considéré vraiment comme un héros de la démocratie, non seulement en interne en Turquie, mais aussi par la plupart des observateurs internationaux. Donc c'est celui qui avait enfin permis à la Turquie de se débarrasser de la tutelle des militaires. Donc, c'est cet épisode-là qu'il ne faut pas oublier pour répondre à la question du populisme est-il le fossoyeur de la démocratie? C'est pour ça que je me suis permis de recontextualiser. Alors bien sûr, les choses changent, elles changent, et ce qui est intéressant dans le cas de la Turquie et d'Erdogan, c'est que 20 ans au pouvoir, c'est pas rien et ça permet de voir des évolutions. Alors, après, cet héroïsme de la démocratie contre ces tutelles institutionnalisées va connaître un certain nombre de limites et également de signes contradictoires. Puisque d'abord, cet absolutisme de la volonté populaire, c'est aussi ce qui a rendu possible et justifié un certain nombre de restrictions au pluralisme politique et aussi des formes de régression des libertés publiques. En particulier en 2013 a lieu une très grande mobilisation populaire, le mouvement dit de Gezi, c'est une protestation sans précédent, on a 2 millions de personnes dans la rue, pour au départ une cause environnementale, mais en gros en fait pour s'opposer à un gouvernement considéré comme trop interventionniste, trop affairiste, etc. Mais quoi qu'il en soit, Erdogan en fait refuse en fait d'écouter les revendications des manifestants en s'appuyant sur sa légitimité électorale. Et donc, pour lui, le pouvoir élu ne saurait être remis en cause par des revendications de la rue, ce qui dénote déjà une vision du pluralisme un petit peu limitative. Ensuite, très clairement, ce qui a signé de manière de plus en plus claire la régression des contre-pouvoirs et la perte d'autonomie des contre-pouvoirs, ça s'est fait de manière progressive, mais c'est évidemment le coup d'État manqué de 2016 et le contre-coup d'État, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les mesures répressives qui l'ont suivi. Et on arrive, ça me semble tout à fait important de le dire, qu'on arrive en 2017 à une forme d'institutionnalisation d'un nouveau régime avec une réforme constitutionnelle que souvent, donc on résume par le fait que c'est une réforme de présidentialisation et effectivement, elle transforme le régime en un régime présidentiel, mais surtout, elle a des conséquences par rapport à notre question. Pourquoi? Parce que le président va concentrer évidemment le pouvoir exécutif, on s'en doutait, mais surtout, il va obtenir de très larges prérogatives législatives également, ainsi qu'une très grande influence sur le pouvoir judiciaire à travers notamment les nominations. Et finalement, l'aboutissement de cette réforme constitutionnelle de ce nouveau régime, c'est qu'il n'existe plus vraiment de séparation des pouvoirs dans ce nouveau régime. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes dans un régime autoritaire? Et c'est là que je reviens sur la question du populisme, parce que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que certes, le président concentre désormais tous les pouvoirs, mais le président, il est désormais élu au suffrage universel direct, ce qu'il n'était pas auparavant.
Donc, s'il peut concentrer tous ses pouvoirs, c'est précisément parce qu'il a une légitimité électorale et populaire, qui n'était pas le cas de l'ancien régime, entre guillemets. Donc, en fait, on voit là tout le paradoxe de ce nouveau régime. La question qui se pose, c'est finalement cette légitimité électorale et populaire, est-ce juste, on va dire, une vitrine pour légitimer des pratiques purement autoritaires, voire carrément dictatoriales, comme on a pu le lire ici ou là, ou est-ce que cette dimension populaire électorale qui constitue, je le répète, vraiment la marque de fabrique d'Erdogan depuis le début, est-ce que ça le limite également? Est-ce que ça limite également le régime et de quelle manière? Et c'est une question à laquelle j'ai des éléments de réponse, même si je n'ai pas une réponse définitive. Il me semble que d'abord, il faut garder à l'esprit que le principe démotique, le principe de légitimité électorale et de représentation populaire comme vraiment socle de la légitimité populaire, de la légitimité politique, ce principe est maintenu. Ce principe reste absolument central, même s'il est dévoyé. Il reste maintenu et on peut le voir dans les débats politiques, on peut le voir à plein de niveaux. Il n'est absolument pas contesté. Il n'est absolument pas contesté. En revanche, la dimension représentative a été dévoyée, je l'ai dit, à plusieurs reprises. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on peut dire qu'il y a eu des entorses, on va dire, à la transparence électorale, à l'équilibre ou au caractère équitable des élections depuis, on va dire, le milieu des années 2010. Il y a eu des formes de non-reconnaissance de la voix des citoyens telles que exprimée par l'élection. Par exemple, lorsque un certain nombre de maires élus des municipalités à dominante kurde, donc des maires élus du parti pro-kurde, ont été démis de leurs fonctions et remplacés par des administrateurs nommés, et ça par dizaines, hein, c'est pas quelques cas isolés. Et surtout, là où s'est joué vraiment la question de jusqu'où va le principe de légitimité électorale et dans quelle mesure on peut limiter, on peut encadrer cette représentation populaire. Ça s'est joué beaucoup lors des dernières élections locales, dont vous avez sans doute entendu parler, en mars 2019, où les grandes mairies métropolitaines, notamment Ankara, mais surtout Istanbul, la ville la plus importante, la plus riche de Turquie, ont été remportées par l'opposition. Et là, on a vu une situation tout à fait intéressante dans laquelle, pendant quelques jours, il n'était pas clair si le pouvoir allait reconnaître ou pas sa défaite face à l'opposition dans la principale ville de Turquie. Et au final, c'était une réponse mi-figue, mi-raisin, puisque l'élection a été rejouée sous des prétextes un petit peu fallacieux. Elle a été rejouée, mais l'opposition l'a emportée encore plus, avec une marge supérieure lors du second scrutin. Et finalement, le pouvoir a admis, le camp du pouvoir a admis sa défaite. Tout ça pour dire que la question de la démocratie, la question de la représentation populaire et la légitimité politique qui en découle reste au principe quand même de ce régime. Et il me semble que je crois que l'expérience de l'AKP, ce qu'elle montre pour conclure, et je rebondirai sur ce qu'a dit Marlène, c'est qu'on voit qu'à la fois ce populisme a permis des progrès démocratiques en termes de démantèlement d'un certain nombre alors d'abord de tutelle, mais aussi de contre-pouvoir. Et là, on voit bien tout le paradoxe, c'est-à-dire jusqu'où va la tutelle, à partir de quand commence le contre-pouvoir. Le curseur n'est pas forcément évident à poser. Mais aussi, ce populisme a également été influent dans, on va dire, la limitation du pluralisme et un certain nombre d'entorses au principe de représentation populaire. Donc, tout ça pour dire que finalement, il s'est, dans le cas de la Turquie, donc d'une démocratie tutélaire, en fait, il a, on va dire, contribué au fait que le régime se transforme, non pas en dictature et non pas en on n'y a pas fossoyé la démocratie complètement, mais en revanche, il a contribué au fait que la Turquie se rapproche d'un autoritarisme électoral avec toute la tension interne de ce type de régime. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai été sans doute trop longue. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Élise. Et tu termines par une notion de science politique, l'autoritarisme électoral. C'est bien
le reflet de cette complexité que tu mets en avant. C'est-à-dire qu'on a hypertrophié le versant démotique de, la démocratie aux dépens, des checks and balances, mais, on est dans un régime où l'élection reste incontournable et évidemment, ça qualifie l'autoritarisme que d'avoir besoin de l'élection pour, ressourcer, la légitimité et l'autre, point contre-intuitif que tu mets en avant, c'est, la vertu, démocratisante du populisme. Et c'est le rêve d'Imran Khan au Pakistan que d'être suffisamment populaire pour pouvoir se débarrasser et débarrasser le pays de l'armée. Ce n'est pas donné à tout le monde que de réussir à mobiliser suffisamment pour faire rendre gorge à des militaires qui tirent les ficelles depuis des décennies. C'est ce qui aura quand même eu lieu en Turquie et c'est évidemment là aussi un peu paradoxal. Je me tourne maintenant vers Marc qui va aborder un cas différent parce que, à la différence de la Hongrie et de la Turquie, les populistes ne sont pas au pouvoir, mais dans l'opposition. Et j'ai utilisé le pluriel à dessein parce que on a différents types de populistes en Italie. Donc, Marc va pouvoir nous éclairer sur la situation italienne maintenant. Merci Christophe, merci pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, l'Italie évidemment est un cas différent des deux, et même plus, puisque Marlène n'a pas simplement parlé de la Hongrie, mais d'autres pays de l'Europe centrale et pas orientale, mais de l'Europe centrale. Oui, l'Italie est un pays de l'Europe qu'on a qualifié d'occidental pendant très longtemps, au moment de la guerre froide. C'est un des pays fondateurs de l'Union européenne. C'est un pays caractérisé par la vigueur et la puissance des populismes, un peu historiquement, mais surtout depuis les années 90, on va y revenir, mais des populistes qui ont des expériences de pouvoir par intermittence, en quelque sorte. Et pourtant, je crois qu'il y a beaucoup d'échos entre ce que l'on a entendu pour la Turquie, la Pologne, la Hongrie et justement l'Italie. Alors, est-ce que les populismes en Italie dont on va parler, est-ce qu'ils sont les fossoyeurs de la démocratie? La réponse est évidemment non pour le moment. Mais je dirais qu'ils sont déstabilisateurs, qu'ils sont transformateurs de la démocratie italienne, sachant qu'à mes yeux, l'Italie n'est pas un cas à part, ce n'est pas une anomalie, et ça renvoie justement, Christophe, je connais ton souci de rattacher toutes nos interventions à la science politique. Il y a eu toute une époque où la science politique, et pas simplement la science politique d'ailleurs, qu'elle soit italienne ou internationale qui s'intéressait à l'Italie, considérait que ce pays était une anomalie. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un courant inverse qui est encore minoritaire, qui consiste à dire, qui prétend, qui affirme même que l'Italie est un très bon révélateur d'un certain nombre de transformations qui, avec ses singularités, affectent ensuite les démocraties. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est que à la fois les populismes donc, font quelque chose à la démocratie, déstabilisent la démocratie, mais, et alors là, c'est sans doute la grande transformation, même si Marlène, dans son intervention, a laissé une porte ouverte en disant peut-être qu'on pourrait revenir à une forme de démocratie représentative et libérale. Donc, il n'y aurait pas, en quelque sorte, de mouvement irrésistible. C'est important, le point qu'elle a signalé. Et finalement, Élise, tu as dit aussi un peu la même chose en rappelant le résultat des élections municipales. Et donc, mon point, c'est à la fois ce que font les populistes à la démocratie italienne, mais ce que la démocratie italienne fait aux populistes aussi. Et là, c'est évidemment quelque chose qui renvoie à une histoire démocratique, certes plus courte que l'Angleterre, par exemple, laissons de côté la France, mais qui en même temps a une capacité d'acculturer les populistes, de les institutionnaliser et de les mettre dans une situation un peu compliquée. Alors, je vais d'abord commencer par un mot rapide, et je suis désolé parce que je vais être très schématique là-dessus, sur quand même qu'est-ce que moi j'entends par populisme. Je crois qu'on tourne un peu autour évidemment de cette question qui est toujours très compliquée parce qu'on sait que c'est un mot valise. Je vais dire deux mots là-dessus, présenter rapidement les trois grands populismes qui existent en Italie et puis justement m'attaquer à ce noyau dur en quelque sorte. Qu'est-ce que font les populistes à la démocratie italienne et en retour, qu'est-ce que fait la démocratie italienne aux populistes? Alors, pour moi, dans la littérature énorme qui existe sur le populisme,
on peut distinguer entre ceux qui insistent sur le fait que c'est une idéologie, thin ideology, comme dit Casmud, et ceux qui disent, et c'est une distinction idéale typique, donc en fait les choses se mêlent entre les deux selon moi, que c'est plutôt un style. Et en tout cas, dans le cas italien, pour moi, je pense que le populisme est avant tout un style, mais qui repose sur quelques fondements. C'est un populisme très pragmatique, et d'ailleurs, je trouve qu'on voit un peu aussi dans les autres cas cette dimension-là, mais qui en même temps peut se nourrir de quelques ingrédients idéologiques. Et c'est aussi un élément notable à repérer. Alors, ce style repose sur quelques fondements. L'opposition, justement, entre le peuple et les élites, qui en Italie, comme dans d'autres pays, se substituerait à ce qui a été longtemps l'opposition, le clivage gauche-droite, la vision dichotomique du monde, la simplification systématique, et il n'y a pas de problème compliqué, il n'y a que des solutions simples pour les populistes. Le fait qu'il y a besoin d'ennemis et pas d'adversaires, j'ai vu que dans le QRR, il y avait une question qui était posée là-dessus. Oui, le populisme n'a pas simplement des adversaires. Alors, dans le cas italien, c'est des ennemis qu'il ne s'agit pas d'éliminer physiquement, mais d'intimider en permanence, de délégitimer. C'est l'importance dans ce style du rôle du leader parce qu'il incarne le peuple. C'est l'affirmation aussi de la temporalité, de l'urgence, et ça, c'est quelque chose de très important à l'heure des réseaux sociaux parce que c'est une caisse de résonance formidable que les réseaux sociaux. Et c'est aussi l'affirmation très souvent, et là on touche à des éléments idéologiques, d'un souverainisme, parfois de nationalisme conservateur, dans un des cas italiens dont je parlerai tout à l'heure, et je m'y retrouve dans ce que j'ai entendu jusqu'ici, le fait qu'il y a l'affirmation que la souveraineté du peuple qui se marque par le vote, ça c'est tout à fait essentiel, et sans limite. Puisque j'ai gagné les élections, je peux faire ce que je veux. Évidemment, on pourrait faire référence à Tocqueville et à la tyrannie de la majorité si on voulait faire des références théoriques. Donc ça, pour moi, le populisme, c'est avant tout un style, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'a pas des éléments idéologiques plus ou moins affirmés. On va le voir. 3 exemples, deuxième élément rapide sur lequel je veux attirer votre attention. On a, je crois en Italie, 3 exemples de populisme. D'abord, à partir des années 90, Silvio Berlusconi et le berlusconisme, qui est un cas de chef populiste tout à fait intéressant, puisqu'il est celui d'un chef d'entreprise qui se lance en politique. Et on a eu d'autres exemples, je parle sous le contrôle, bien sûr, de Marlène, le cas Babiš en République tchèque, par exemple, et puis, bien sûr, le cas américain de Donald Trump. C'est ici un certain type de populisme sur lequel, je n'ai pas le temps de m'étendre ici, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais je prendrai quand même 2 points de ce style, et parce que vous allez voir l'impact que ça a sur la démocratie. D'abord, le rôle de la télévision, puisqu'il était propriétaire de la moitié des chaînes de télévision, et de faire en sorte que la télévision pour Berlusconi, pas les réseaux sociaux, il n'a pas su s'adapter aux réseaux sociaux, il a beaucoup de mal à comprendre, mais la télévision, certains ont pu appeler cela la télécratie, personnellement j'en doute, mais en tout cas le rôle de la télévision, plus le fait de, si j'ose dire, de donner son corps à la politique, puisque Berlusconi, effectivement, a décidé de conserver une jeunesse éternelle et de l'assumer. Et ce n'est pas simplement des choses qui font sourire, c'est quelque chose, justement, dans sa volonté de marquer ce style populiste, quelqu'un qui n'a pas hésité à dire qu'il avait fait plusieurs implants, plusieurs liftings, etc., pour rester éternellement jeune. Deuxième grand type de populisme, bien sûr, c'est celui de la Ligue du Nord, qui est devenue Ligue de Matteo Salvini. Ce n'est pas la même chose. Au départ, une formation régionaliste qui avait un certain nombre de caractéristiques que je n'ai pas trop le temps de développer ici, mais qui est devenue ensuite, et c'est là-dessus par contre que je vais dire 2-3 mots, la Ligue organisée autour de Matteo Salvini, lui-même né lui-même qui s'est développé en politique, qui s'est socialisé en politique dans la Ligue du Nord, donc une formation régionaliste, hostile aux Italiens du Sud, aux Terroni, aux Cutereux, je m'excuse pour les Italiens qui sont dans l'auditoire, mais c'est cette transformation d'un antagonisme culturel et économique qui devient une ressource politique. Eh bien, Matteo Salvini va transformer ça en faisant une Ligue nationale
inspiré, entre autres, de Marine Le Pen en France et, chère Marlène, de Orban, de plus en plus, avec une dimension ethno-nationale de la définition justement de l'italianité, puisqu'il a voulu en faire un parti national, pour ne pas dire nationaliste. Et avec une hostilité, bien sûr, aux immigrés, aux migrants et à l'islam et à l'Union européenne. Et puis, le troisième mouvement, c'est bien sûr le mouvement 5 étoiles. Alors, Christophe, tu l'as qualifié de gauche. Attention, attention, c'est un mouvement qui, au départ, était très composite, avec une composante de gauche, une composante de droite et une composante écologique très importante, très originale dans la cartographie des populismes européens, et qui aujourd'hui, en revanche, tu as raison, je voyais tout à l'heure qu'apparemment le mouvement 5 étoiles va demander à rentrer dans le groupe parlementaire au Parlement européen du côté de la gauche, du groupe de la gauche socialiste. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces populistes, à la démocratie italienne? D'abord, ils ont, et ça je crois que c'est le point commun de tous les populismes, ils se sont présentés comme les meilleurs défenseurs de la démocratie, absolument. Ceux qui veulent redonner le pouvoir au peuple, on l'a dit, ceux qui justement se réfèrent en permanence au vote, qui demandent le vote, qui pratiquent le vote, qui demandent par exemple la pratique systématique du référendum. Et ça, c'est un élément important d'un appel en permanence au peuple, de valoriser le peuple et d'affirmer sa souveraineté sans limite. Alors, c'est vrai, d'autres partis politiques, tous les partis politiques en appellent au peuple, et en soi, ça, de même que critiquer le fonctionnement de la démocratie représentative ne vous fait pas populiste pour autant, c'est absolument en appeler au peuple non plus, mais en revanche, combiner cela, et en particulier valoriser le peuple, l'encenser et affirmer sa souveraineté sans limite, alors là, à mon sens, on rentre là dans la définition d'un populisme qui, en Italie, va justement instaurer et imposer son style. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que chez Silvio Berlusconi, c'est une référence officiellement à la démocratie représentative et libérale. Berlusconi s'est toujours présenté, y compris même comme un libéral, mais au service en fait des intérêts de lui-même, hein, c'est-à-dire les intérêts de Silvio Berlusconi, de sa fortune, de ses télévisions, de son entreprise, avec une volonté de contrôler au nom du peuple tout cela pour lui. Du côté de Matteo Salvini et de la Ligue, c'est là une tentative et une tentation autoritaire, mais qui est, on va le voir, qui est contrecarrée en permanence par les institutions démocratiques. C'est l'affirmation du pouvoir fort, c'est l'admiration pour les leaders forts, Orban, Poutine, Trump, et y compris de s'en servir comme modèle, et en permanence de vouloir justement aller très vite pour instaurer et pour pratiquer, lorsqu'il était au pouvoir comme ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil de 2018 à 2019, pour pouvoir prendre des mesures rapides, énergiques, fermeture des ports par exemple, contre les migrants, et tentative de court-circuiter les processus de décision, et d'abord de délibération, puis ensuite de décision parlementaire. Du côté du mouvement 5 étoiles, vous voyez qu'en faisant ce rapide panorama, on voit aussi les différences entre ces populismes. Le mouvement 5 étoiles, c'est la démocratie directe. Uno vale uno, c'est-à-dire un vaut un, c'est-à-dire tout le monde peut absolument faire de la politique et incarner la politique, d'où à l'époque la réduction du nombre de parlementaires que réclamait le mouvement 5 étoiles, l'idée justement que toutes les élites étaient pourries et que par conséquent le peuple pouvait régler et abolir la pauvreté, comme le disaient les leaders du mouvement 5 étoiles, en 2 poids et en 2 temps et 3 mouvements. Alors, quel est l'impact sur la démocratie italienne? Il est considérable. Et en ce sens-là, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ces populistes ne gagnent pas toujours les élections, mais ils transforment, ils métamorphosent déjà la démocratie, parce qu'un certain type de communication s'est imposé, la personnalisation, un langage de la politique marqué justement très souvent par une forme de vulgarité, parce que la vulgarité, c'est la garantie de l'autre, c'est supposé être la garantie de l'authenticité populaire, l'immédiateté, la démagogie régulière. Et même ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas l'italien, si vous avez du temps à perdre, regardez, zappez sur les télévisions italiennes vers 21h, où commencent les talk shows, qui sont des insultes portées à l'acmé tous les soirs entre les différents protagonistes, et y compris ceux qui veulent s'opposer
populistes adoptent le même style. Et c'est ce qu'on a voulu, avec ce mot bizarre, peuplocratie, indiquer avec Ilvo Diamantis, c'est-à-dire c'est l'idée que justement par rapport à la définition classique de la démocratie qui a été rappelée tout à l'heure, par le peuple pour le peuple, du peuple par le peuple pour le peuple, avec des contre-pouvoirs, bien la peuplocratie, c'est cette potentialité, cette dynamique que créent les populistes eux-mêmes, d'une démocratie immédiate, sans plus de médiation, beaucoup moins de partis, beaucoup moins de syndicats, beaucoup moins d'associations, beaucoup moins de corps intermédiaires, parce que le rapport doit être direct entre le peuple, et le leader. Une démocratie immédiate au sens que c'est la démocratie de l'urgence, puisqu'il n'y a rien de compliqué, une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple sans limite. Alors, ça ne veut pas dire que cette peuplocratie a gagné, et c'est là où j'en viens, Christophe, à mon dernier point. Car ce qui est frappant, c'est que ces populistes se sont développés dans une démocratie italienne qui est considérée souvent comme une démocratie faible par rapport à des démocraties qui ont une plus longue tradition. Or, ce qui est frappant, c'est justement la manière dont cette démocratie italienne a été capable d'acculturer, j'emprunte ici une notion de l'anthropologie, pour institutionnaliser un certain nombre de mouvements populistes. Silvio Berlusconi a voulu bousculer les institutions, mais en même temps, il a dû les respecter. Parce que quand même, comme ça a été rappelé d'ailleurs aussi dans les cas qui ont été précédemment étudiés, il y a des cours constitutionnels, il y a un président de la République, il y a une société civile, notamment à l'époque de Silvio Berlusconi, qui se mobilisait. Il y a des alliés, parce que ces populistes ne gagnent pas seuls, et que par conséquent, il faut faire des médiations, il faut faire des compromis. Le mouvement 5 étoiles, qui voulait renverser la table, est aujourd'hui dans le gouvernement de Mario Draghi, celui qu'il dénonçait auparavant. Alors, c'est une interprétation peut être de dire c'est pur opportunisme parce que tous ceux qui ont été élus en 2018 veulent rester jusqu'à la fin des législatures parce qu'ils sont députés et sénateurs, ils n'ont pas très envie de retrouver un autre métier. Mais en même temps, il y a justement une prise en considération de la complexité, par exemple, des questions européennes, sur les questions économiques, sur les questions sociales, et ce mouvement est en train d'exploser entre une minorité qui veut rester dans la capacité et dans la posture, disons, de la protestation, et toute une partie du mouvement qui a épousé toute une partie, justement, des règles du jeu politique et des institutions. Et alors, le cas le plus extraordinaire, si j'ose dire, c'est la Ligue de Salvini qui aujourd'hui soutient le gouvernement. Alors il le soutient tout en étant dans l'opposition. Il est parti, comme on dit en italien, di lotta e di governo, de lutte et de gouvernement. Mais pourquoi il a fait cela? Parce qu'en fait, ce propre parti, la Ligue, est un parti composite. Il y a tout un électorat du Nord qui veut profiter des 209 milliards de l'euro. Je crois qu'il y a un point considérable qui est en train de changer les choses. C'est aussi l'effet de la crise du Covid-19. C'est aussi justement les mesures qu'a prises l'Union européenne et qui font que les populistes aujourd'hui sont dans une sorte à la croisée des chemins. Je ne dis pas qu'ils sont finis, et je termine là-dessus. Je ne dis pas du tout qu'ils sont finis, mais ils sont obligés de prendre en considération effectivement à la fois la complexité justement des jeux politiques, des institutions, de l'Europe, de prendre en considération aussi l'échec de Trump que certains d'entre eux ont soutenu jusqu'au bout, et de considérer de ce point de vue-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé, la complexité de la situation sanitaire avec le Covid, et puis les sommes considérables que propose l'Union européenne, même si on n'en voit pas pour le moment les effets. Et par conséquent, cette peuplocratie, et j'y ai bien dit, c'est une dynamique, une potentialité qui peut être arrêtée juste par la manière dont les institutions fonctionnent en Italie, comme c'est le cas actuellement, comme peut-être elle pourrait offrir la possibilité d'une rénovation des institutions démocratiques à l'avenir. Les populistes ne sont pas finis, ils peuvent rebondir si la vaccination se déroule très mal, si la situation sociale se dégrade, si les attentats terroristes se multiplient. Mais encore une fois, et c'est le point peut-être intéressant, les populistes sont des déstabilisateurs de la démocratie, mais parfois la démocratie peut déstabiliser aussi les populistes. En tout cas, c'est le raisonnement que je vous propose. Merci beaucoup, Marc, en plus de cela, de nous donner une note d'espoir en fin d'exposé.
c'est très riche, évidemment, le cas italien est extraordinairement riche et tu l'as en plus resitué dans les débats théoriques. Il y aurait beaucoup de fils à tirer de ton exposé. Il n'y en a qu'un que je tirerai, c'est parce que justement l'écosystème italien donne à voir une telle variété de populistes qu'on peut effectivement revenir sur un point que tu avais d'ailleurs développé dans un article de la revue Pouvoir, populisme de gauche, populisme de droite. Et ce que l'on décèle, c'est que le populisme de droite, c'est quand même une variante qu'on qualifie volontiers de national-populiste parce qu'elle s'adosse à un nationalisme, à une véritable idéologie pour le coup. Et le peuple que l'on défend dans ces cas-là, ce n'est pas le peuple dans son entier, c'est le peuple des fils du sol, de ceux de la mère patrie. Et là, on retrouve une rhétorique nationaliste qui est bien distincte tout de même de ceux qui effectivement veulent rejoindre le groupe socialiste au Parlement européen. Alors, il y a beaucoup de très bonnes questions et du coup, je ne veux surtout pas que nous que nous empiétions trop sur cette phase de la séance. Je voudrais néanmoins, d'un mot, essayer de faire non pas une synthèse, mais proposer une conclusion, car il faut dans ces cas-là toujours revenir quand même à le plus de transversalité possible. On essaie de ne pas faire des études de cas juxtaposés, mais de tirer des conclusions qui peuvent être un peu plus générales de travaux empiriques. Moi, ce qui me frappe, après vous avoir écouté tous les trois, c'est que finalement, si le populisme est le fossoyeur de quelque chose, c'est peut-être du libéralisme en vérité. C'est d'ailleurs la formule que Marlène a utilisée parce que, redisons-le, la démocratie a deux faces, elle marche sur deux pieds. Il y a le versant démotique dont a parlé Élise en particulier, l'élection, et ça ne disparaît pas, loin s'en faut. On a besoin de la légitimité populaire que seul le vote peut fournir. Et puis il y a l'autre versant, les institutions, les checks and balances, ce qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme en politique, c'est d'avoir un équilibre des pouvoirs, c'est d'avoir une séparation des pouvoirs, c'est d'avoir une justice indépendante, c'est d'avoir une presse libre. Et c'est ça qui souffre le plus de ces régimes. On a beaucoup de scrutins, beaucoup d'élections, mais on a très peu de respect pour ces contre-pouvoirs-là, et cela se voit dans tous les pays où le pouvoir a été aux mains de populistes depuis longtemps, comme la Hongrie et la Turquie. Et pourquoi en est-il ainsi? Il en est, je pense, ainsi, et c'est là qu'on peut créer un lien entre une forme de populisme et une forme d'autoritarisme, parce que celui qui conquiert le pouvoir par sa popularité seule, eh bien, une fois qu'il est au pouvoir, il va pouvoir jouer de cette aura pour dire aux institutions non élues, vous n'avez pas la légitimité dont je jouis. Certes, la légalité est d'autre côté, mais je suis le peuple. Et si je suis le peuple, ce que vous pouvez dire au nom du droit, par exemple, n'a pas la même valeur. Ça, je crois que c'est inhérent au populisme, et c'est en quoi le populisme, alors non seulement délégitimer les institutions non élues, hein, et en Inde on parle de tyranny of the non-elected, hein, on va pas rester soumis à la tyrannie de ceux qui n'ont pas le mandat populaire, mais c'est aussi quelque chose qui va jouer contre la légitimité de l'opposition. Et c'est une des leçons du livre de Levinsky et Ziblatt que de dire aux États-Unis, on n'a pas d'adversaire, on n'a que des ennemis, parce que l'opposition n'a pas la légitimité de celui qui a remporté le pouvoir. Et ce n'est pas que l'opposition politique, c'est les ONG, les universités, toutes celles qui peuvent être en quelque sorte dissenting. Donc là, on a, j'espère, avancé dans notre réflexion, et peut-être qu'on doit raffiner le propos et dire que le populisme est davantage le fossoyeur de ce qu'on appelle le libéralisme en démocratie que de la démocratie en général. C'est en tout cas une proposition que je vous fais, mais que je ne vous permets pas d'examiner parce que je voudrais vraiment qu'on puisse traiter des questions qui ont été posées et qui sont nombreuses et de qualité. Alain Boge en pose plusieurs, je n'en retiendrai qu'une, mais en fait,
c'en est une qui a deux faces et qui répond du coup à deux questions sur trois. Et la troisième, Marc il en a dit un mot et je viens de le faire aussi. Le rôle de la religion dans le populisme ou dans le national-conservatisme chrétien en Hongrie. Est-ce qu'on a là, un peu comme dans le cas dont traitait Élise, un retour du populaire qui implique un retour du religieux? Est-ce qu'on peut dire que la démocratisation, ça veut dire un retour à la culture populaire, celle qui avait été peut-être mise sous le boisseau, ou est-ce que c'est une autre histoire? Et je te propose, Marlène, de réagir pour qu'on essaie d'être le plus interactif. On ne peut pas entendre notre public, mais on peut essayer de lui répondre de la manière la plus vivante possible. Je pense que c'est une question vraiment importante, mais je dissocierais ce qui se passe en Europe de ce qui se passe par exemple en Turquie, parce que je pense que la base sociale du rôle de la religion est complètement différente. Le cas polonais est assez exceptionnel, mais le reste de l'Europe centrale est totalement séculaire. Il n'y a pas de retour du religieux au sens, il n'y a pas de retour à la pratique religieuse. Ce qu'il y a, c'est ce que Brubaker a appelé le christianisme identitaire. C'est-à-dire qu'on réactive son identité chrétienne d'un point de vue culturel, pas du tout d'un point de vue religieux, à la fois pour s'opposer à l'islam et pour défendre ce qu'on appelle la famille traditionnelle. Voilà. Et donc, c'est une construction culturelle qui fait que la religion est importante, et dans le cadre européen, le christianisme. Je pense que ça dit absolument rien de ce qui se passe en tant que mouvement de fond où on n'a pas de retour du religieux au sens de retour à la pratique. Ce qui se passe dans les pays musulmans est, je pense, relativement différent, et dans le cas turc, la base sociale pour l'islam est différente. Donc j'emploierais juste ça. C'est un christianisme identitaire, c'est pas un retour aux pratiques religieuses. Merci beaucoup. Eh bien, la deuxième question va nous ramener, je pense, en Turquie, justement, car elle est d'un spectateur anonyme, mais elle n'en est pas moins très intéressante. Ne pourrions-nous pas être amenés à penser que c'est l'autoritarisme politique qui serait l'idéologie et que le populisme ne serait qu'un outil, une tactique au service de cette idéologie? Alors, dans le cas turc, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter un peu la question et se dire, est-ce que le populisme n'a pas été l'outil qu'a utilisé un mouvement idéologique très ancien, très profond, qu'on peut appeler peut-être national-islamiste ou islamique tout court? Et finalement, est-ce que ne se greffe pas sur un substrat idéologique ancien, un mouvement vraiment profond, une méthode de conquête du pouvoir? Oui, je vais donner quelques éléments de réponse à partir du cas turc, mais qui devraient, je l'espère, aller un petit peu au-delà. Moi, par rapport à la question de l'idéologie, je pense que le populisme a toujours une dimension stratégique, tout simplement parce que quand on est dans des systèmes démocratiques ou soyons plus inclusifs, dans des systèmes où des gens sont élus par des élections, se réclamer du peuple, c'est toujours une bonne stratégie. C'est très porteur, enfin, c'est très légitime, ça mange pas de pain en plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même, voilà, il y a une dimension stratégique. C'est évident. Après, est-ce qu'on peut réduire le populisme à la dimension stratégique? Alors, dans les théories du populisme, il y en a qui insistent vraiment sur sa dimension stratégique. Je pense que très souvent le populisme a une dimension stratégique forte, mais c'est pas non plus uniquement ça. Il ne s'y limite pas. Il ne s'y limite pas. Et concernant la question de l'autoritarisme comme idéologie au service de laquelle serait utilisé le populisme, ça dépend des configurations. Pour la Turquie, on ne peut pas dire ça parce que c'est l'intérêt d'avoir une étude de cas qui dure en fait plusieurs années, voire plusieurs décennies, c'est qu'on voit des inflexions. Si vous voulez, l'AKP, quand il conquiert ses premiers soutiens et même quand il arrive au pouvoir pendant encore plusieurs années, on ne peut pas du tout le qualifier d'autoritaire d'un point de vue idéologique. Il commence à avoir quelques pratiques autoritaires. Je pense que Marlène a bien fait d'insister sur la question des pratiques de pouvoir et pas que de l'idéologie, parce que la question de savoir quand certaines pratiques sont mises en place, c'est très contextuel. Il commence à avoir des pratiques autoritaires au moment
où les adversaires politiques font un procès pour faire fermer en fait le parti et donc pour en fait lui faire la peau. Donc on voit comment dans le jeu politique certains éléments peuvent être mis à contribution, mais de là à en faire, si vous voulez, une idéologie, ça me semble souvent un petit peu forcé. D'autant plus que le problème de voir, je crois, l'autoritarisme comme une idéologie, c'est si c'en est une, elle est inavouable dans la plupart des pays aujourd'hui. C'est-à-dire que même si c'en est une, vous ne pouvez pas le dire. C'est-à-dire comment ensuite la travailler en tant qu'idéologie. C'est très complexe parce que la manière dont les hommes politiques vont s'exprimer, vont devoir légitimer leur position, ne leur permet pas en tout cas de se dévoiler comme pro-autoritaire ou très peu. En revanche, d'être illibéral, ça a pu être justifié dans l'espace public, mais d'être autoritaire, là, ça m'interroge. Christophe, tu peux que je dise un petit mot juste non, sur ce point-là, parce que, encore une fois, là, on est dans des cas, enfin, moi, les cas que j'ai étudiés, l'Italie, puis accessoirement la France, c'est intéressant parce que les populistes de droite, hein, pour aller vite ici, se revendiquent, comme je l'ai dit, les meilleurs démocrates. Ça, c'est l'élément, même historiquement, c'est la grande différence avec les formes de populisme qu'on a pu connaître dans le passé. Mais, et c'est là où, je ne sais pas si Élise et Marlène seront d'accord, oui, ils ne vont pas dire qu'ils sont justement, qu'ils veulent abattre la démocratie pour établir un régime autoritaire ou une dictature, ce qu'étaient les propositions de Mussolini dans les années 20 ou d'Hitler dans les années 30 ou des communistes jusqu'au milieu des années 30. Bon, la dictature du prolétariat. Mais en revanche, ils jouent sur l'aspiration d'une partie de l'opinion publique et de leur électorat à l'autorité, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas autoritarisme, mais l'autorité, d'où l'importance de l'homme fort. Et quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion en Italie, en France, ou les Eurobaromètres, ou même ce qu'a utilisé les enquêtes de Social Survey qu'a utilisé Yashamunk ou d'autres, il y a quand même aujourd'hui un tiers des Européens. Regardez le baromètre de la confiance politique en France fait par le Cevipof, il y a à peu près un tiers des personnes qui disent que peut-être il y aurait besoin de plus d'autorité, voire certainement de l'autorité. Donc c'est sur ces deux jambes que jouent, me semble-t-il, les populistes, en tout cas dans les pays d'Europe occidentale, à la fois de se présenter comme les meilleurs démocrates par le vote, et de l'autre côté, de vouloir satisfaire et de se présenter comme des figures d'autorité et d'homme fort, ce qui ne veut pas dire autoritarisme. Il y a peut-être des nuances à apporter, me semble-t-il. Oui. Et en général, jouer sur les peurs est une des spécialités des populistes, et la peur de l'autre, la peur des migrants, la peur des islamistes, évidemment, fait recette dans ces cas-là. Alors la question je peux suivante. vraiment... Oui, bien sûr, Marlène, vas-y. Je promets 30 secondes. Je pense que la demande d'autorité qu'on voit dans les sondages partout en Europe, c'est une demande d'efficacité de l'État. C'est ça, en fait, que les gens demandent. Hein, c'est qu'ils pensent que le leader qui aura plus d'autorité fera fonctionner. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce que la politique arrive à délivrer comme service. Je pense que c'est un élément de la discussion de ce besoin d'autorité. En fait, c'est un besoin d'une politique qu'on juge efficace. Oui, mais en même temps, là, on est lancé dans un débat entre nous, très intéressant, mais par exemple, Marlène, quand tu regardes les analyses du côté italien à une époque, quand on demandait aux Italiens quels sont les leaders dont vous vous sentez le plus proche, Trump, Poutine, Orban. Et loin derrière, Angela Merkel. Alors, je ne te dis pas Macron, puisqu'il y a un sentiment anti-français très fort. Mais c'est intéressant parce que quand même, est-ce que c'est la recherche de l'efficacité ou aussi de l'homme fort au sens celui qui prétend peut-être décider, voire remettre de l'ordre? Mais est-ce que celui qui protège, et celui qui protège de la globalisation, oui. Et est-ce que la crise du Covid n'est pas en train de retourner la table? C'est-à-dire que l'incapacité de nombreux populistes à mener les politiques publiques efficaces et à protéger, on l'a vu aux États-Unis, on le voit au Brésil, on le voit en Inde, c'est là où l'homme fort ne suffit pas. Un homme fort ne suffit jamais à gérer des politiques publiques complexes. La simplicité, comme vous l'avez dit, c'est le point fort, si j'ose dire, de la propagande populiste. Mais quand il s'agit de passer à l'action, en général, ça ne suffit pas. Mais ça, c'est un
un beau thème pour un autre webinaire, je pense, sur politique publique et populiste, parce qu'il y aurait énormément à dire, y compris en termes de politique étrangère d'ailleurs. Alors, pour suivre une question qui vous est adressée à tous, mais à laquelle vous pouvez ne pas répondre si les autres disent ce que vous voulez dire avant vous, en quoi les réseaux sociaux peuvent-ils participer ou non au renforcement de l'idéologie populiste? Marlène, je te vois opiner. Oui, je crois que de la même manière que Marc expliquait le rôle de la télévision dans l'Italie de Berlusconi ou dans la Russie de Poutine, hein, où les talk shows jouent aussi ce rôle de propagande, je pense que les réseaux sociaux ont un rôle absolument critique dans la diffusion du populisme parce qu'ils promeuvent l'immédiateté, les émotions, l'atomisation et les incivilités. Donc en fait, ils sont par définition structurellement, et la manière dont les grandes entreprises, les GAFA, fonctionnent, le fait que tout leur modèle financier, économique, commercial est fondé sur le fait qu'il faut cliquer et que pour cliquer, il faut être émotionnel, rapide, incivil et tout, il y a la structure commerciale et technologique et le discours qui vont tous exactement dans la même direction. Donc je pense que c'est le mariage parfait, enfin, ou le pire. Merci. Marlène a-t-elle répondu pour vous tous? Oui, je rajouterai un point. Salvini est un maître des réseaux sociaux, avec des followers absolument incroyables. Il a toute une équipe et ils sont très performants. Je ne sais pas si Marlène ou Élise ont des renseignements là-dessus, mais il y a maintenant des études qui ont été faites par des collègues italiens sur toute l'équipe hyper performante, hein, de gens qui travaillent 24 ans. On les surnomme en Italie pour Salvini la bête. La bête parce qu'elle est toujours en action. Et l'autre élément qui me semble très intéressant, c'est que, évidemment, les historiens vous diraient, mais ça a toujours existé. Non, la grande différence entre la presse, la radio et la télévision, c'est que c'était du top-down. Là, c'est du bottom-up. Et ça, c'est une transformation essentielle. Ouais. Alors pour nous, d'ailleurs, politistes ou sociologues, avoir ce matériau comme objet d'étude devient indispensable. On ne peut plus ne plus faire une place dans nos recherches à ce qui se dit, ce qui s'écrit dans ces réseaux sociaux. Élise, tu veux ajouter un mot ou on poursuit? Je crois que Marlène et Marc ont dit les éléments centraux, donc autant prendre, comme il y a beaucoup de questions. Oui, on va, et tu vas voir qu'il y en a qui sont pour toi dans la liste. Je réponds rapidement à la suivante qui peut être en fait instructive. Pourrait-on considérer les talibans comme des populistes ou une forme particulière de populisme? Alors non, si on garde dans notre définition la nécessité de l'élection. Et je crois que c'est central. C'est-à-dire que dans un régime populiste, la légitimité du leader vient de ce que le peuple le mandate. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que le côté anti-élitiste, le côté rejet du cosmopolitisme, pour autant que je connaisse l'Afghanistan de Kaboul et de ses élites, ça, c'est un facteur évidemment qui a un écho dans le domaine populiste. Et surtout, n'oublions pas que quand le régime a pris ses marques en 96 et au-delà, il a réussi à donner satisfaction au peuple parce qu'il a donné la justice. En tout cas, il y a eu des épisodes assez significatifs de justice populaire, on peut parler comme ça, qui a satisfait une partie du peuple. Alors, ça n'est pas un régime populiste parce que la légitimité, elle ne vient pas du peuple, mais elle vient de l'émir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des traits qu'on va pouvoir qualifier de proches ou de communs, en tout cas, avec le populisme. Alors, une question à nouveau d'Alain Boge, à laquelle tu peux répondre, Marc. Le fascisme italien était-il populiste? Quelle est l'influence du Duce dans le populisme italien d'aujourd'hui? Alors, oui, alors ça, c'est une question qui, d'ailleurs, est de plus en plus débattue, hein, et pas simplement en Italie, y compris aux États-Unis, hein, où il y a eu plusieurs, depuis quelque temps, des livres sur est-ce que le populisme, n'est pas une nouvelle forme de fascisme, surtout après les événements de Washington. Il y a eu beaucoup de controverses autour de ça. Dans le cas italien, le Duce et le fascisme avaient
une composante populiste, mais ne se résume pas au populisme. Car dans le fascisme, il y a une entreprise totalitaire. Et ça, c'est un autre gros sujet. Est-ce que le populisme peut déboucher sur le totalitarisme? Mais il y avait une entreprise véritablement totalitaire. Il y avait justement progressivement, le fascisme a essayé d'élaborer une doctrine qui a été écrite dans un article célèbre signé de Mussolini, mais en fait écrit par son philosophe Giovanni Gentile, qui définissait le corpus du fascisme. Et puis parce que, et ça je pense que c'est des éléments très importants, il y avait l'importance de l'État, et on ne trouve pas ça dans tous les populismes. Il y avait l'idée aussi d'une forme oui, de religion. Ça, on renvoie au grand débat sur les religions politiques et religions séculières, et surtout une volonté de créer une humanité nouvelle, c'est-à-dire un homme nouveau, d'où l'encadrement complet de la population. Or, sous réserve d'être démenti par Marlène et Élise, je ne vois pas ça dans les régimes populistes ou autoritaires qu'elles étudient. On n'en est pas, c'est un élément sur lequel réfléchir. Salvini est-il le retour du Duce? Non. Certes, il envoie une série de messages explicites ou subliminaux à une partie des nostalgiques du fascisme. Oui, incontestablement, il y a toute une série, je les ai énoncés dans un livre qu'on a publié, enfin, auquel on a contribué, Christophe et moi, sur les nouveaux autoritaires, mais je ne crois pas que Salvini est un fasciste. Je pense que ce serait même une erreur de penser que le populisme de Salvini est un fasciste. Voilà, pour aller très vite. Très bien. Merci beaucoup de ta réponse, Marc. Yves Chemel avait des questions à Élise, mais ils ont visiblement dialogué en bilatéral par le chat, et donc les réponses ont été apportées directement à Yves. Il reste une question intéressante pour finir, et on va avoir le temps de lui rendre justice, comme on dit en anglais. On a dit que le populisme se définissait plutôt comme le fossoyeur du libéralisme. Or, certains de ces populistes sont néolibéraux en économie. Et Antonio nous dit, c'est le cas par exemple de Bolsonaro au Brésil. Comment est-ce qu'on résout cette contradiction? Est-ce que ça veut dire que libéralisme économique et libéralisme politique sont décidément deux catégories dissociables l'une de l'autre? Qui veut s'atteler à cette interrogation? Je veux bien commencer brièvement. Oui, je pense qu'il y a libéralisme politique, libéralisme économique, libéralisme culturel. Et la réponse qui vient des populistes, suivant les pays, ce n'est pas la même sur les trois lignes. La majorité des populistes européens ont eu à la fois des pratiques néolibérales et des pratiques de redistribution. Simplement, la manière dont ils redistribuent n'est pas celle qu'on est habitué à voir en démocratie libérale, c'est-à-dire c'est une redistribution qui est faite à la majorité, pas aux minorités, à ceux qu'on identifie comme étant les bons citoyens qui travaillent et pas les autres. Donc en fait, il y a la création de nouvelles catégories qui peuvent recevoir l'aide de l'État. Et pour eux, dans ce cas-là, il y a une aide des politiques publiques sociales, mais il y a toute une structure néolibérale qui s'est mise en place, ils peuvent toujours accuser l'Union européenne ou la Banque mondiale de leur avoir forcé la main, mais il y a les deux, je pense. Et donc, ça fait les populistes européens sont et néolibéraux et ont des pratiques de redistribution, simplement, elles sont différentes de celles de la démocratie libérale. Et effectivement, le national-populisme, il ne redistribue pas aux minorités autant qu'aux majorités. Et il est généralement assez conservateur, ou en tout cas statu-quoiste. Il n'a rien de social-démocrate en général. Hein. C'est plutôt une façon de désamorcer les grognes en faisant dans le symbolique ou dans l'identitaire ou dans l'émotionnel comme dérivatif, plutôt qu'en huilant la machine par des subventions diverses et variées. Marc, et Élise, oui. Vous aviez les deux. Pardon. Très rapidement, excuse-moi, très rapidement, c'est compliqué parce que, par exemple, dans le cas italien, Matteo Salvini et la Ligue est anti-libéral, enfin, en tout cas critique
de facto dans les pratiques hostiles au libéralisme politique, mais du fait qu'une grande partie de son électorat, c'est l'électorat du Nord et notamment des petites entreprises, des chefs de petites entreprises, des commerçants, des artisans, est plutôt néolibéral sur le plan économique. Mais Marine Le Pen, par exemple, en France, les démocrates en Suède, c'est des formations qui ont adopté une autre attitude qui est au contraire la défense de l'État social réservé à un certain nombre de personnes, à commencer par les nationaux. Donc, donc, c'est là où ces populistes entre eux ont beaucoup de mal à trouver des convergences parce qu'ils ont des désaccords parfois très profonds entre eux, tout en étant de droite. Tout à fait. Élise. Oui, je trouve intéressant cette dimension de regarder l'électorat et quels sont les soutiens sociaux en fait de ces populistes. Et il me semble que dans le cas brésilien, qui était donc à l'origine de la question, mais aussi dans d'autres cas qui sont frappants également par rapport à la question du Covid. On voit que ce soit Bolsonaro, Modi, mais Trump aussi, ils ont d'un point de vue économique non seulement une dimension néolibérale, mais aussi une dimension affairiste qui est liée aussi à leur milieu de soutien et qui explique aussi pourquoi ils ont été si réticents à mettre en place des politiques sanitaires qui auraient eu des conséquences économiques un peu complexes à gérer par rapport à leurs soutiens électoraux et sociaux plus généralement. D'ailleurs, ça ne passe pas nécessairement uniquement par l'élection. Donc là, on voit bien toutes les limites de cette dimension antilibérale, effectivement, qu'il faut bien distinguer aux différents domaines qu'a mentionné Marlène. Oui, et cette façon de soigner des oligarques affairistes a à voir aussi avec le régime autoritaire électoral dont on a parlé, car il faut les financer, ces campagnes électorales. Donc, il faut bien avoir des donateurs. Et en général, avoir un groupe d'oligarques riches qu'on peut solliciter pour mettre la main au porte-monnaie, c'est effectivement une ressource classique. Écoutez, on est, je crois, arrivé au bout de la liste des questions qui nous étaient posées et je veux juste conclure en vous renvoyant dans le chat à ce que Yves Chemel a posté qui nous vient de Pippa Norris qui donne une espèce de bréviaire du populisme qui mérite un copier-coller pour répondre encore plus précisément à toutes les formes de questions que le sujet peut susciter. Merci à tous, merci d'avoir été si clair, si complet sur un sujet qui est complexe, c'est clair, c'est évident plutôt. Et merci à nos participants qui ont été aussi très interactifs. Je me contente pour conclure de vous inviter à la prochaine séance de Polycritique, à notre prochain webinaire qui aura donc lieu au mois de juin. Nous essayons de tenir un rythme mensuel et c'est donc le 1er juin, le premier jour de juin, à 17h toujours, que vous serez invité à participer à un webinaire en phase avec cette fois-ci l'actualité française, puisque nous serons dans la campagne des régionales. Et Frédéric Savicki, qui est le chef d'orchestre de ce prochain Polycritique, posera la question: les régions sont-elles des acteurs autonomes? Il y aura, comme toujours, des experts, des spécialistes en la matière pour tenter d'y répondre et tenter de répondre à vos propres questions. Merci à tous et merci à nos participants et participantes du jour, Marlène, Marc et Élise.